Bonjour à tous et à toutes, c'est Eliafas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant ma review sur le chapitre 65 de Dragon Ball Super. Juste avant, petit disclaimer, j'aimerais revenir sur certains faits que j'ai pu apercevoir sur les réseaux sociaux, et notamment sur les insultes et les messages haineux envers Toyotaro sur son compte officiel, sur son compte Twitter. Bien que voilà, le chapitre soit mitigé, ou même la fin de cet arc soit mitigée, je ne peux pas tolérer des messages haineux, des messages d'insultes envers un humain, une personne qui nous procure un divertissement. Donc on peut être d'accord, pas d'accord avec ses opinions, ses choix envers le scénario de Dragon Ball Super, mais voilà, je trouvais ça choquant de voir ces messages d'insultes. Donc voilà, la parenthèse est fermée. Place à la review. Alors je vais commencer cette review par donner mon avis global sur le chapitre, qui est très mitigé, très moyen. C'est l'un des chapitres qui m'a le plus déçu pour l'instant de cet arc, parce que j'avais pas mal d'attentes et pas mal d'envie. Alors je vais expliquer pourquoi juste après, mais voilà, je trouve ça dommage que on arrive à une fin d'arc, parce que voilà, c'est vraisemblablement l'avant-dernier chapitre de cet arc, et on n'a aucune surprise, aucune envie en fait, limite de continuer. Mais bon, on sait très bien qu'on va continuer. En tout cas moi je vais continuer parce que je suis fanboy éternel de Dragon Ball. Comme le chef peut le dire, Dragon Ball c'est la vie. Mais voilà, pas mal de choses qui ne vont pas dans ce chapitre, et notamment je pense que l'élément qui revient, que j'ai pu voir aussi sur certains réseaux, sur certaines personnes qui ont pu commenter, et que j'ai même moi-même trouvé inadmissible sur ce chapitre, c'est l'utilisation beaucoup trop intempestive, beaucoup trop importante de plans de Dragon Ball, donc de plans des arcs précédents donc de Dragon Ball, et de résultantes de conclusions d'arcs qui ont déjà précédé. Alors je vais prendre quelques exemples, notamment l'arc Cell. Pour moi, j'ai vraiment l'impression de voir ce chapitre comme la même conclusion que l'arc Cell. C'est exactement la même résultante. Alors effectivement, il y a des plans qui diffèrent. Juste avant de revenir sur l'arc Cell, je vais quand même parler des utilisations beaucoup trop importantes de plans précédents. Ce chapitre n'est que utilisation de plans précédents, des arcs précédents. Notamment, on peut le voir, hein, il y a des plans utilisés à l'arc Freezer, à l'arc Cell, à l'arc Boo, à l'arc Résurrection of Freezer, donc même des plans de Dragon Ball Super. Je pense notamment au plan où on voit Moro qui tape du poing contre le sol parce qu'il est complètement désespéré par le pouvoir de Goku. Il se sent complètement inutile et donc tape du poing contre le sol, regarde à l'horizon et voit sa main donc, qui avait été coupée possédant le cristal, comme un moyen d'échapper, comme un moyen de retournement de situation au combat. Ce plan là, je vais vous le montrer durant la vidéo, c'est le même plan utilisé lors de l'arc Résurrection of Freezer, où Freezer est complètement désespéré parce que sa forme Golden Freezer n'a pas su atteindre Goku SSJ Blue, donc il tape contre le sol, regarde à l'horizon, voit Sorbet et voit un moyen d'échapper, en tout cas un moyen de retournement de situation du combat. On sait bien la résultante était que Sorbet utilise un petit rayon laser pour attaquer Goku dans le dos. Goku tombe et voilà, et Freezer retourne le combat. Donc là on a un peu ce même phénomène avec l'arc Moro. Cependant, pour moi ça ne devrait pas arriver. Pourquoi? Parce que là on a un Sangoku, on a un Goku ultra instinct, donc un Goku qui est capable donc de bouger instinctivement, mais qui est maître de son environnement. Donc ça, il aurait dû le prévoir et aurait empêché le retournement de situation de Moro. Donc voilà, donc beaucoup de plans trop utilisés qui font qu'on n'est pas surpris, qui font qu'on n'arrive pas à rentrer dans l'histoire, on n'arrive pas à se faire surprendre. Alors moi je suis fan des clins d'œil, moi je trouve que c'est vraiment important, je pense que ça rajoute un peps à l'œuvre, je pense que honnêtement ça nous fait aussi, enfin les clins d'œil sont adressés à nous, donc on est conscient de ces clins d'œil et ça nous procure un certain plaisir. Mais là c'est trop, là c'est beaucoup trop Toto. Du coup je reviens sur l'arc Cell, sur ma vision de l'arc Cell. En fait tout simplement Goku nous fait du Gohan. D'ailleurs je vais peut-être mettre ce nom en titre de ma vidéo, mais voilà, en fait on a vraiment dans
dans ce chapitre, Goku qui perdure le combat jusqu'à un retournement de situation de la part de Moro qui reprend le combat en main et scelle définitivement le destin de la Terre. Cette résultante est exactement la même que l'arc Cell où on avait un Gohan SSJ2 qui faisait durer le combat parce qu'il voulait faire joujou avec Cell, parce qu'il il voulait montrer qu'il était clairement supérieur et voulait humilier Cell. C'est ce qu'il a fait, mais voilà, en perdurant le combat, Cell sort une technique de son chapeau et scelle le destin de la Terre sans faire de jeu de mots bien sûr. La seule différence qu'on pourrait émettre, c'est que là où Gohan SSJ2 perdurait le combat parce qu'il avait une surconfiance en lui, qui l'a amené à une prétention à être hautain et s'est amusé de Cell parce qu'il avait justement envie de s'amuser. La différence c'est que Goku Ultra Instinct, donc contre Moro, perdure le combat, pas pour jouer, il perdure le combat pour faire changer l'opinion de Moro. Entre guillemets, il veut faire que Moro passe de bad guys à good guy et veut par la même occasion qu'il s'entraîne puis se recombattent un jour plus tard, enfin quelques jours plus tard, quelques années plus tard. Donc voilà, on a toujours le Goku qui essaye tant bien que mal de faire passer, enfin d'essayer de passer le méchant pour un gentil, d'essayer de le convaincre, de le ramener vers le droit chemin entre guillemets. Mais sauf que ça ne passe pas, déjà parce que bon ok, on peut me dire c'est la marque de Goku, d'accord, mais là on a un Goku qui est en ultra instinct, qui est maître de soi, qui fait preuve d'une confiance absolue, qui ne doit pas le mener vers une surconfiance en lui. Je pense que, enfin moi j'aurais été plus surpris en mode, bon il essaye de convaincre Moro, ça marche pas, il le dézingue, il le tue, et là je pense qu'on serait tous surpris, et ça montre une évolution du personnage de Goku. Donc de tous ces faits vient à ce que je me pose la question, est-ce qu'à chaque power-up d'un Saiyan, il y a un problème de naïveté? On pourrait se dire, effectivement, par exemple Gohan SSJ2, power-up, naïveté, il s'amuse et retournement de situation. Goku Ultra Instinct, nouveau power-up, maîtrisé cette fois-ci, il fait durer le combat et retournement de situation de la part de l'ennemi. Alors honnêtement, je suis plutôt d'accord pour cette interprétation, sauf que là on n'est pas au début de Dragon Ball. On n'est pas au début de Dragon Ball, parce que ça c'est des concepts qui a été utilisés encore une fois dans des conclusions d'arcs précédents, dans des arcs précédents, et de faire en sorte qu'à chaque fois on nous met les mêmes postulats de retournement de situation, bah c'est gavant parce que on n'est plus surpris encore une fois. Donc normalement il n'aurait pas dû avoir ce retournement de situation. Maintenant voilà, j'ai quand même réfléchi et je vois quand même une solution, en tout cas une explication sur le fait que pourquoi Goku retombe encore une fois dans sa naïveté. Eh bien je pense que Toyotaro veut nous montrer dans ce chapitre qu'en fait Goku et même les personnages de la Z-Team, hein, mais surtout Goku a beau transcender a beau atteindre de nouveaux sommets à chaque fois, a beau transcender les pouvoirs divins, obtenir à chaque fois des power-up, là c'est l'ultra instinct, pourquoi pas l'ultra instinct, maîtriser Super Saiyan, enfin bref, vous l'aurez compris, il a beau atteindre des sommets qui sont de plus en plus grands, il ne reste qu'un mortel, il n'en reste pas moins qu'il restera à tout jamais un mortel. Et je pense que Toyotaro, peut-être pas subtilement, mais veut nous faire comprendre que voilà, Goku c'est pas un dieu de la destruction, c'est pas un ange, c'est un mortel avec ses qualités, mais aussi ses défauts de mortel, dont la naïveté. Je pense qu'en fait il veut vraiment nous montrer que la naïveté de Goku, c'est en quelque sorte sa marque de fabrique et il n'arrivera jamais à se sortir de cette naïveté. Je pense que c'est la seule explication possible, en tout cas à l'instant T, la naïveté comme étant un symbole et comme étant le défaut le plus important en tout cas des mortels en fait. Donc c'est vraiment sur ce fait que je pense Toyotaro vraiment voulait insister et nous montrer que voilà, Goku ne restera qu'un mortel. Donc voilà pour ce qui est du chapitre. Donc j'ai essayé de ramener tous les constats possibles et les faits possibles durant ce chapitre. Donc j'ai commencé par expliquer mon avis global, puis voilà, je vous ai expliqué sur qu'est-ce qui n'allait pas pour moi dans ce chapitre, mais ça peut être différent d'autres personnes.
Alors en conclusion, je vais parler du prochain chapitre, ce qui peut se passer durant le prochain chapitre. Donc voilà, en fin de chapitre, donc du chapitre 65, on a Moro qui réalise un retournement de situation en utilisant donc, la Terre comme réceptacle pour l'énergie de Mérus. Parce que voilà, l'énergie de Mérus était trop importante, beaucoup trop importante. Il s'est du coup scellé à la Terre pour ne faire plus qu'un à la Terre. Donc là le problème c'est que si Goku détruit Moro, il détruit la Terre et vice versa. Alors comment Goku se sortira de cette impasse? Alors j'ai plusieurs solutions pour l'instant dans ma tête. On peut nous ressortir un Whis qui retourne dans le temps pendant 3 minutes. Et voilà, forcément Moro sera dissocié, Goku pourra définitivement tuer Moro, et puis c'est tout. Mais bon, je trouve que ça serait pas original parce que ça a encore une fois été déjà utilisé. Ensuite, un peu dans le même genre, Beerus qui pète un plomb en se disant bah voilà, mais si on détruit la Terre, il y aura plus de nourriture, je pourrais plus manger des plats délicieux, et il demande à Whis de retourner le temps. Donc ça donne, c'est la même conclusion, ça donnerait un ton un peu plus comique, mais honnêtement je vois pas ce que le comique peut faire dans cette situation. Et enfin la troisième solution que je trouve potentiellement la meilleure, ça serait de revoir Vegeta, parce que normalement Vegeta est en hors champ, Dende normalement a dû le soigner, de revoir Vegeta sur le premier plan. Il réutilise sa technique de fission de l'esprit, il me semble que c'est ça, fission de l'esprit, pour dissocier Moro de la planète Terre, et puis Vegeta tue Moro. C'est même pas Goku qui le tue, c'est Vegeta qui le tue et donne une leçon un peu à Goku. Je trouverais ça déjà beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus impactant. Voilà, en tout cas c'était ma review sur le chapitre 65 de Dragon Ball Super. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à commenter, ne serait-ce que soit pour me donner vos avis, positifs ou négatifs, sur ma review pour faire avancer la qualité de mes vidéos, et surtout pour me donner vos avis sur le chapitre, si vous êtes plutôt d'accord avec les faits que j'ai énumérés ou si vous pensez autre chose. Je lirai et commenterai tous vos commentaires, donc n'hésitez vraiment pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Eliaphas, portez-vous bien, santé.